veut dire que là, Célia, tous les participants entendent, ça, c'est ouvert? Oui, et l'enregistrement a commencé aussi. Ok, très bien. Bon, bonjour à tous les participants que je ne vois pas, je ne vois que les conférenciers. Donc, bienvenue à Sophie Huberson, donc, qui est secrétaire générale du Syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Donc, l'idée de ces webinaires, c'est effectivement de pouvoir prendre connaissance des mesures et des protocoles qui existent et qui sont portés par les organisations professionnelles pour que sur le terrain, ensuite, qu'on soit un office, une ADT, on puisse effectivement pouvoir informer d'abord les touristes qu'il existe ces protocoles et dans quelles conditions ces espaces ouvrent, et puis de pouvoir accompagner les professionnels sur le terrain. Donc, ce webinaire, parce que ça a été posé comme question, sera disponible en replay et le support sera partagé par les participants. Et je laisse maintenant la parole à Céline, qui suit tous ces dossiers au sein d'ADN Tourisme, qui a travaillé, puisque le ADN Tourisme porte le protocole sur l'ouverture des offices du tourisme et donc un protocole est toujours en attente de validation. Porte effectivement aussi tout le protocole et la démarche du guide de bonne pratique sur les locations saisonnières, et celui-ci aussi est en cours et en attente de validation. Et on aura un deuxième rendez-vous avec les organisations professionnelles la semaine prochaine avec l'hôtellerie de plein air. Donc, on commence un cycle comme ça d'accompagnement. Donc, Céline, à toi. Bien. Merci Véronique. Un très grand merci. Donc, je renouvelle nos remerciements à Sophie Huberson pour avoir accepté de venir témoigner, partager son expérience et l'expérience de ses adhérents. Bonjour aussi à tous les participants. Donc, le rappel de quelques règles pratiques. Donc, nous sommes ensemble pour un webinaire d'1 heure jusqu'à 11 heures. Donc, Sophie va intervenir en premier lieu durant 20-25 minutes afin de nous présenter une question essentielle, comment arriver à concilier l'expérience client, voire même l'enchantement client et des protocoles sanitaires qui sont attendus. C'est vrai que la question est fondamentale pour un métier et des adhérents qui, par définition, sont dans le domaine du loisir, de la culture, du divertissement. Donc, comment arriver à équilibrer tout ça ? Et voilà, et plus largement également, je pense qu'elle nous présentera sa fédération, ses adhérents, ce qui permettra de mieux les connaître. Donc, au terme de cette intervention d'une vingtaine de minutes, vous serez tous et toutes invités à poser vos questions. Alors, pas nécessairement par oral. Je vous invite plutôt, non pas à les poser via, petite précision logistique, via l'onglet conversation qui est sur la droite de votre écran, mais plutôt tout en bas de votre barre d'outils avec les participants. Vous avez un petit onglet qui s'appelle Q&R, qui est plus simple pour nous en termes de gestion, afin qu'ensuite je puisse me faire le relais de vos questions auprès de Sophie Huberson. Voilà. Donc, plutôt posez-les au travers de l'onglet QR au fur et à mesure. Et à l'issue de la présentation, Sophie pourra répondre à l'ensemble. Voilà. Écoutez, Sophie, pour vous, désormais. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci à ADN Tourisme, merci à Véronique et à Céline de me permettre à la fois de vous présenter notre secteur et de vous montrer comment on aborde cette phase d'ouverture de nos sites pour la saison. Je vais aller assez vite sur la présentation parce que je sais qu'elle vous sera diffusée. Donc, je passerai assez vite sur un certain nombre de chiffres. Mais d'un autre côté, je pense que c'est intéressant que vous puissiez les avoir par devers vous. Par ailleurs, bien évidemment, cette présentation, elle est sous l'axe du plan de sécurité sanitaire des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Alors, j'interviens un petit peu tôt puisque nous avons livré notre plan de sécurité sanitaire aux autorités dans une première version de mémoire, c'était le 18 avril, et dans une version consolidée le 18 mai. Et je n'ai reçu qu'hier soir les suggestions et le retour de la part du cabinet du secrétaire d'État à la santé des salariés. Et donc, je n'ai pas joint le PSS SNELAC à la présentation. Je vous le ferai parvenir lundi, puisque normalement, lundi, on aura la version définitive avec l'intégration des remarques des autorités.
Ce point pour moi méthodologique est important parce que il est inutile pour moi de vous commenter un plan de sécurité sanitaire dès lors qu'il n'est pas approuvé par les autorités. Alors, je vais vous présenter. J'espère que vous le voyez tous à l'écran. Voilà, le secteur l'univers des sites de loisirs et culturels. Alors là, je vous montre quelques logos de nos adhérents, à la fois pour vous montrer la diversité de notre secteur d'activité. Je serai amenée à y revenir, bien évidemment, mais surtout pour vous montrer la couleur et l'émotion. Parce qu'en fait, on a un slogan au SNELAC qui est « multiplier les émotions ». Et je pense qu'un bon logo vaut mieux qu'un long discours. Et vous voyez à la fois la diversité de nos adhérents. Certains d'entre vous pourront reconnaître des sites qui sont dans leur territoire. Le SNELAC, je vais passer très vite. Le SNELAC, c'est plus de 500 adhérents, avec un certain nombre d'adhérents supplémentaires par le biais d'associations qui ont adhéré au SNELAC, notamment les plaines de jeux, ce qu'on appelle les espaces de jeux pour enfants de moins de 12 ans, qui, eux, restent fermés pour des raisons évidentes, puisqu'ils sont un petit peu collés, si je puis dire, aux dispositions d'accueil des enfants dans les écoles. Nous avons également les grottes et cavités, avec l'ANECAT, et puis la demeure historique avec ses 3200 châteaux. Donc, avec en adhérents directs un peu plus de 500 adhérents. Ce qui caractérise notre métier, c'est le divertissement, c'est-à-dire que huerto en grec, c'est tourner, dit huerto, c'est se détourner. Et qu'est-ce qui fait qu'on a à la fois Volviconte, le Zoo de la Flèche, le parc Astérix ou Marineland qui adhèrent au SNELAC? Eh bien, c'est la capacité d'accueillir du public pour passer un moment de divertissement. Alors, on va dire en famille, nous on parle de tribu, et j'y reviendrai parce qu'au niveau du plan de sécurité sanitaire, vous allez voir que c'est un élément important. Donc, notre métier est d'accueillir du public dans un espace clos pour faire passer un bon moment et générer des émotions. La face cachée, si je puis dire, immergée de l'iceberg de notre secteur d'activité, c'est que c'est une véritable industrie avec un modèle d'exploitation et de gestion et un fort taux d'investissement, comme on dit en matière de bilan, en haut de bilan. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques de notre secteur d'activité, c'est qu'il y a, pour pouvoir faire revenir nos visiteurs, la nécessité de renouveler l'attractivité. Du coup, un très fort taux d'investissement dans les attractions, au sens large du terme. Ça peut être l'acquisition de tableaux ou de sculptures dans un musée ou, bien évidemment, l'acquisition de manèges dans un parc d'attractions. La face émergée, ce sont les services. Et vous voyez à l'écran 3 pôles qui, en fait, permettent de comprendre le modèle économique de notre secteur. À droite, vous avez l'accueil en toute sécurité qui se traduit par de la billetterie. C'est le ticket d'entrée que vous allez payer pour pouvoir pénétrer dans nos sites. Comme vous allez y passer un certain temps, eh bien, on propose de la restauration classique, rapide, voire maintenant de l'hébergement, puisqu'on a de plus en plus d'adhérents, notamment dans nos parcs animaliers et dans le secteur culturel, dans les châteaux, le développement de l'hébergement qui permet de transformer ces sites en destination de mini-séjours. Et troisième pôle de chiffre d'affaires, c'est la vente de produits dérivés dans des boutiques, ce qu'on appelle l'achat souvenir, pour permettre de repartir avec un souvenir du parc. Là, vous avez le modèle économique qui s'appuie sur un modèle d'exploitation qui relève véritablement de l'industrie, avec bien évidemment la sécurité, la maintenance de l'ensemble de ces espaces. Le SNELAC, c'est 500 adhérents, mais la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, c'est 3600 entreprises, un chiffre d'affaires d'un peu plus de 3 milliards d'euros, 63 millions de visites l'année dernière pour les seuls adhérents du SNELAC et 50 000 salariés en équivalent temps plein. Au niveau du marché des sites de loisirs et de la culture,
En fait, nous nous situons donc dans le divertissement hors de chez soi. C'est-à-dire que la première tâche pour nos exploitants, c'est de faire sortir les gens de chez eux, ce qui est un petit peu compliqué quand ils sont confinés et quand on est frappé de fermeture administrative. Blague à part, dès lors que vous pouvez sortir de chez vous, vous avez 4 univers pour pouvoir vous divertir: la nature, la culture, le sport et la fête. À l'intérieur de cet univers, vous avez à l'intérieur du pointillé notre secteur d'activité. Pour ce qui est de la nature, nous avons des parcs animaliers, des aquariums. Pour ce qui relève du sport, bien que ce ne soit pas des établissements sportifs, des parcs aquatiques. Pour ce qui relève de la fête, des parcs d'attractions. Et pour ce qui relève de la culture, les parcs à thème, ludo-pédagogiques, des monuments, des musées. Et vous voyez que nous avons un certain nombre de sites qui se retrouvent un petit peu à la frontière de notre cœur de métier, puisque si je prends l'exemple de la culture, des monuments et des musées qui ne sont pas des entreprises privées ou mixtes, parce qu'on a beaucoup de sociétés d'économie mixte, des EPL, eh bien, ils ne relèvent pas du champ d'application de notre secteur d'activité, parce que ce sont des musées ou des monuments qui relèvent soit de l'État, la réunion des musées nationaux, soit des collectivités territoriales. Alors, je vous ai parlé d'émotion. À chaque site, son émotion. Donc, vous voyez affiché à l'écran, je vais passer assez vite. Soit vous ressentez du fun dans des parcs d'attractions, des parcs aquatiques. Il fait beau, on a envie de s'amuser dans des attractions, d'évaler des toboggans. Et là, ce qu'on appelle chez nous l'émotion immédiate qui ne nécessite pas de médiation. Alors que vous avez tout en bas du tableau l'émotion esthétique qui, elle, nécessite une médiation parce qu'elle n'est pas accessible immédiatement. Et là, on a tout le travail de la médiation culturelle, bien évidemment, qui s'instaure. Entre les deux, vous avez l'émotion face au vivant dans les parcs animaliers, dans les aquariums, avec un développement de ces sites, puisque maintenant, dans les aquariums, vous avez une émotion très forte quand vous pouvez toucher des raies dans des bassins tactiles. Ce qui est intéressant depuis plusieurs années, c'est que cette offre est désormais hybride, c'est-à-dire que vous n'avez pas un cloisonnement de ces différentes émotions, et il n'est pas rare de voir au fond du parc d'un château une attraction, dans un parc à thème ludopédagogique des animaux, ou dans un site culturel, ou dans un parc animalier, par exemple le développement de lodges et de l'hébergement. Cette hybridation de l'offre est en réponse aux attentes des visiteurs. Alors, ça, c'est un peu plus compliqué, si je puis dire, dans la lisibilité de l'offre par rapport à nos visiteurs, mais ça correspond vraiment à leurs attentes. Ils ne veulent plus faire la même chose pendant leur visite. Ils sont zappeurs et il faut que nos exploitants puissent répondre avec une diversité d'offres. La croissance est exponentielle. On est passé dans les années 80 de 3 millions de visites avec 63 millions de visites l'année dernière. Alors, j'anticipe tout de suite une question. Le secteur est très hétérogène. On a un mastodonte que vous connaissez tous qui s'appelle Disneyland Paris. Et Disneyland Paris, c'est à peu près 16 millions de visites. Mais vous voyez, il y en a encore 57 millions qui s'opèrent chez nos autres adhérents. Nous avons, on va dire, un top 20 au-dessus de 400 000 visiteurs. Et puis, le reste du monde. 89% des entreprises ont moins de 10 salariés. Ce sont des petits sites, des petits musées, des petits parcs animaliers, des petits parcs de loisirs qui ont été autorisés à rouvrir dès le 11 mai. Quelques chiffres clés. Notre clientèle est une clientèle de proximité. On a 83% des visites qui se situent entre une demi-journée et une journée, sauf pour les parcs animaliers, notamment pour les aquariums, parce que bien évidemment, par rapport au dimensionnement d'un aquarium, la visite, suivant la taille de l'aquarium, peut se faire en 2 heures. Ce qui est intéressant, c'est que la très très grande majorité de nos visites s'effectuent à partir du domicile, sauf pour nos équipements qui se situent déjà dans des bassins touristiques. Si je prends les Aqualand, par exemple, l'Aqualand de Gujan-Mestras dans le bassin d'Arcachon profite du bassin touristique et va avoir une clientèle de touristes qui viennent passer leurs vacances dans cette région.
Alors, le cercle vertueux de notre secteur d'activité avant Covid, c'est que c'est un secteur très dynamique qui génère des marges importantes et qui permet de renouveler cette attractivité. Plus on multiplie les attractions au sens large du terme, plus on allonge la durée de visite, plus on allonge la durée de visite, plus on intensifie la consommation sur site, c'est-à-dire que les visiteurs passent de plus en plus de temps et donc vont consommer de la restauration, des produits dérivés. Ces marges vont nous permettre d'investir dans le renouvellement de l'attractivité et de multiplier les attractions. Et là, vous avez un cercle vertueux qui permet de la réussite de ce modèle économique qui a été bien évidemment coupé sur pied avec l'apparition du Covid. On est par rapport à d'autres entreprises du tourisme et d'autres entreprises en général, quand vous voyez qu'entre 8 et 25% du chiffre d'affaires est réinvesti chaque année dans de la nouveauté, ce qui correspond aux recherches et développement pour d'autres entreprises, eh bien, vous voyez que c'est un point fort dans notre secteur d'activité. On note le développement de plus en plus de la partie de spectacle vivant, parce que c'est une vraie émotion qui permet aux visiteurs là encore, de répondre à leurs attentes et surtout, vu la multiplication de l'offre dans un site qui permet à la tribu de se rassembler à l'occasion de spectacles. Alors que vous avez des petits-enfants qui vont aller dans les attractions qui sont réservées aux petits ou qui vont avoir un audio-guide dans un musée réservé à leur âge, vous allez avoir des adolescents, les 14-30 ans, qui vont avoir d'autres pôles d'attraction, sans faire de mauvais jeu de mots, dans un site de loisirs. Eh bien, le spectacle permet de réunir l'ensemble de la tribu. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'apparition d'hébergements éphémères, mais également de l'hébergement en dur. Vous avez plus de 1500 lits au Puy du Fou, vous avez 3 hôtels à Beauval et de plus en plus de lodges, de tipis, d'hébergements atypiques dans notre secteur d'activité. J'aborde désormais la sécurité. Dieu sait qu'il a fallu beaucoup de pédagogie vis-à-vis de nos autorités pour leur montrer des signes de confiance, de demande de confiance dans notre secteur d'activité, parce que la sécurité, c'est la priorité des exploitants. Pour une raison très simple, si vous avez le commencement d'un doute, d'une ébauche sur le fait qu'il pourrait vous arriver quelque chose dans nos sites, alors que vous venez avec ce qu'il y a de plus cher à vos yeux, vos amis, vos enfants, eh bien, il n'y a plus de métier. Et nous avons, depuis 20 ans, mis en place un observatoire de l'accidentologie dans nos sites, que nous livrons chaque année au ministère de l'Intérieur, et qui montre, alors pour vous sortir les chiffres de 2018, que sur 63 millions de visites, il y a eu 25 blessés graves, c'est-à-dire hospitalisation supérieure à 48 heures, ça reste 25 blessés de trop. Mais d'un point de vue purement statistique, nous sommes le loisir le plus sûr hors de chez soi. C'est un travail qui est de longue haleine et qui est prioritaire dans l'esprit des exploitants. Un travail qui s'effectue, et vous verrez, c'est très important pour le Covid, autant dans les conditions objectives de sécurité que nous allons réunir, ça fait l'objet de notre plan de sécurité sanitaire, mais également un travail sur la perception subjective de cette sécurité par le visiteur. Et là, ça a été un axe majeur, puisque dans l'inconnu que nous avons pour la saison, c'est d'une part, est-ce que nous sommes en mesure d'accueillir nos visiteurs en toute sécurité sanitaire? Et d'autre part, est-ce que nos visiteurs vont avoir confiance dans ce plan de sécurité sanitaire et vont avoir envie de venir dans nos sites? C'est quelque chose sur lequel nous travaillons et que nos exploitants travaillent de telle manière que chaque élément constitutif du parc doit répondre à la fois à ses attentes objectives, mais également aux attentes subjectives du visiteur en matière de sécurité, et en l'occurrence en matière de sécurité sanitaire. Sécuriser qui, quoi, combien. Vous avez là un plan d'un parc d'attractions bien connu dans notre secteur d'activité. Eh bien, voilà ce qu'il faut sécuriser. D'abord, un espace clos de plusieurs hectares. Nous sommes un ERP de plein air, mais avec autant d'ERP qu'il y a d'offres dans le site. Pour vous donner un exemple, le Puy du Fou, c'est 38 ERP, une capacité d'accueil du public,
des attractions, des manèges, des boutiques, des restaurants, des salles de spectacle, de l'hébergement, nos parkings qui sont situés sur un espace privé qu'il faut sécuriser, et bien évidemment tout ce qu'on appelle en bon français le back-office, c'est-à-dire les bâtiments, l'administration, la maintenance, les entrepôts, les espaces verts, toute la problématique de cybersécurité, de sécurité informatique, à la fois dans le réseau interne, mais bien évidemment sur le site web de nos adhérents. Donc, c'est un travail que nous avons conçu comme une chaîne de sécurité. Chaque maillon est travaillé dans le détail et la chaîne peut claquer par son maillon le plus faible, donc tous les maillons sont importants. C'est dans cet esprit que nous avons travaillé notre plan de sécurité sanitaire en suivant le parcours du visiteur et en suivant le parcours du collaborateur, comme on dit chez nous, du parking au parking. C'est-à-dire que dès lors que le collaborateur ou le visiteur pénètre dans notre ERP de plein air ou notre ERP couvert, eh bien, il y a une obligation générale de sécurité juridique, mais également une obligation de résultat de la part de l'exploitant afin d'assurer les conditions de sécurité sanitaire, tant pour le collaborateur, principalement traduit dans le DUERP, c'est-à-dire le document unique, que pour les visiteurs, traduit dans le plan de sécurité sanitaire à destination des visiteurs. Donc, nous avons travaillé notre PSS dans ce sens-là, en prenant chaque item et en déclinant, selon 3 principes, notre plan. Le premier principe, c'est de s'appuyer sur les conditions sanitaires préconisées, imposées par les autorités publiques en vigueur. Ce point est très important, d'une part parce que la situation sanitaire évolue et comme vous l'avez vu, elle évolue favorablement. Donc, il était très important pour nous de ne pas, si vous me passez l'expression, tirer une balle dans le pied de nos exploitants en imposant, lors de notre premier PSS le 18 avril, des conditions sanitaires du 18 avril. La difficulté a été, d'un point de vue méthodologique, de se projeter à la date d'ouverture probable de nos sites, qui a été acquise le 2 juin en zone verte et le 22 juin en zone orange, et de se projeter avec une évolution sanitaire qui allait évoluer favorablement. C'était un principe méthodologique de se projeter, partant du principe que si la situation se dégrade, il n'y a pas de sujet, puisque bien évidemment, il va falloir rabaisser, si je puis dire, restreindre les conditions sanitaires, voire reconfiner. Donc, bien évidemment, nous n'avons pas travaillé dans ce sens-là. Donc, premier objectif, coller aux obligations gouvernementales. Pour vous donner un exemple, vous avez vu que pour les hôtels, cafés, restaurants, la jauge de 4 mètres carrés a sauté. Et maintenant, elle a été réduite à une distanciation physique d'un autre ordre, 1 mètre entre chaque table, et le port du masque obligatoire pour toute personne qui circule dans le restaurant. Et donc, vous voyez qu'il y a une évolution. C'est pour ça que, deuxième principe, nous avons conçu ce plan de sécurité sanitaire comme une boîte à outils à destination de toutes les entreprises de la branche et non pas des seuls adhérents du SNELAC. Et c'est pour cette raison que nous avons cru bon, et nous ne le regrettons absolument pas, de faire valider au préalable ce plan de sécurité sanitaire émanant du SNELAC par nos partenaires sociaux salariés à l'occasion d'une commission paritaire nationale que nous avons tenue il y a une quinzaine de jours. Donc, et pas simplement pour la partie collaborateur, mais également pour la partie visiteur, puisque bien évidemment, nous avons nos armées, si je puis dire, de saisonniers et de CDI permanents qui sont en contact opérationnel avec les visiteurs. Donc, deuxième principe, élargir l'élaboration et la coproduction de ce plan avec nos partenaires sociaux. Le troisième principe, je vous l'ai décrit, c'est de travailler chaque maillon de la chaîne. C'est pour ça qu'on a un PSS qui est un petit peu à rallonge. Mais j'ai constaté hier soir que les autorités sanitaires nous en demandaient plus, c'est-à-dire nous a demandé de développer notamment un certain nombre d'items, plus particulièrement celui des parcs aquatiques. Je reviens sur quelques chiffres.
77% de notre clientèle est à moins de 2 heures du site. Alors nous, on parle de temps de trajet et non pas de kilomètres, parce que tout dépend si nos visiteurs arrivent en voiture, en transport en commun. Et donc, vous voyez que nous avons une clientèle de proximité sur laquelle nous comptons bien évidemment pour reprendre la saison. D'autant plus que, comme vous le savez, nous n'aurons pas beaucoup de touristes étrangers, alors que les frontières normalement vont être ouvertes le 15 juin pour nos pays limitrophes. Pour vous donner quelques chiffres, 15% de clientèle étrangère au parc Astérix, et quand je parle de clientèle étrangère, ce sont des Belges, des cousins, et 13% au Futuroscope, avec là encore des Belges ou des Britanniques. Nous avons, ces chiffres sont hors Disney bien évidemment, qui est une destination internationale avec 50% de fréquentation étrangère, mais la fréquentation étrangère, nous l'avons surtout dans notre segmentation culturelle, avec nos offres notamment de lieux de visite et de musées, plus particulièrement dans le sud-est de la France, où là, il y a une proportion importante de touristes étrangers, à la Villa Frucy de Rothschild, aux Arènes de Nîmes ou à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence. Pour résumer, avant la visite, il faut avoir un rapport temps-distance limité, un produit adapté aux jeunes, une priorité au divertissement, un produit de qualité, notamment de qualité et de sécurité. Pendant la visite, pour pouvoir renouveler l'attractivité de nos sites, il faut stimuler l'intensité de consommation. Et parce que nos études l'ont montré, pour fidéliser notre clientèle, eh bien, il faut qu'on ait des taux de satisfaction de visite qui soient très importants. Là encore, pour illustrer un petit peu mon propos, je prends 2 exemples. Le parc Frépertuis City, qui se situe dans les Vosges, qui n'est pas très connu en dehors de cette région, eh bien, Unigloland, qui se situe à 10 km de Bar-sur-Aube, il y a un taux de fidélisation de 80%. Et on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Si vous voulez que 80% de votre clientèle revienne chaque année, eh bien, il faut lui offrir de la nouveauté. Si je reprends, et je terminerai par ça, l'état des lieux des sites de loisirs et culturels, on a beaucoup travaillé l'année dernière lors d'un séminaire sur la transposition de la pyramide de Maslow. Comme vous le savez, Maslow a travaillé sur les besoins essentiels de l'homme, que nous avons transposés aux besoins essentiels du visiteur. 4 niveaux. Il y en a un qui illustre le parcours du visiteur, informé, animé, et l'autre qui correspond à l'expérience du visiteur, la qualité de l'expérience, c'est-à-dire l'immersion, voire la personnalisation, et qui sont les tendances sur lesquelles nous travaillons à moyen long terme pour suivre les attentes de nos adhérents. Quand vous prenez cette pyramide sous l'angle Covid-19, l'information est très importante. Une grande partie de notre PSS, c'est l'information de nos visiteurs pour le rappel pour tout citoyen de respecter les précautions gouvernementales qui reviennent à la responsabilité du citoyen et qui n'est pas à la responsabilité de l'exploitant. Par exemple, si le port du masque est obligatoire dans l'espace public, eh bien, nos visiteurs doivent arriver masqués. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'actuellement, il est simplement obligatoire dans les transports en commun, mais l'information est très importante. Donc, ça va passer par beaucoup de signalétique, sonore, visuel, marquage au sol. C'est de l'information qui doit être également diffusée en amont de la visite pour prévenir nos visiteurs des nouvelles conditions d'accueil. C'est très important qu'ils soient informés en amont, notamment sur un certain nombre de restrictions qui va impacter bien évidemment la jauge maximale de nos sites. Donc cette information sur les sites web, cette information par exemple d'uniquement de pré-réservation sur le site internet, où on a énormément d'adhérents qui ne pourront pas accueillir des visiteurs qui se présenteront à l'entrée du site, parce que tout va se passer pour maîtriser justement cette jauge par préservation. L'information en amont est très importante.
Ensuite, dans l'animation, nous sommes dans ce qu'on appelle chez nous la gestion de flux, qui est le cœur de métier des exploitants. L'animation, c'est tout au long du parcours du visiteur, c'est-à-dire comment assurer la distanciation physique d'un grand nombre de personnes qui vont circuler dans les allées du parc. Alors, ce que vous ne savez pas, pour ceux qui ont décrypté le décret d'ouverture, le dernier décret qui était du 31 mai, qui est paru au journal officiel le 1er juin, c'est que j'ai pu obtenir de la cellule interministérielle de crise en 18 heures le fait que le port du masque soit recommandé mais pas obligatoire dans les allées du site. Alors que le décret impose un port obligatoire du masque dans tous les ERP de plein air. Ceci, l'argumentaire a été facile, si je puis dire, à proposer, puisque tous les jardins publics, si vous prenez le parc des Buttes-Chaumont à Paris ou le jardin du Luxembourg, ou les parcs publics qui sont ouverts dans les grandes villes, eh bien, les visiteurs ne sont pas obligés d'arriver masqués. Donc, voilà, si je puis dire, par parallélisme des formes, on ne comprenait pas pourquoi on nous aurait imposé cette mesure. Donc, le port du masque est obligatoire dans les ERP du site, mais il n'est plus obligatoire dans les allées. Ça va être à l'exploitant de faire respecter cette distanciation physique, là encore par une brigade, si je puis dire une police des masques, nos équipes d'accueil qui sont recrutées en plus et qui sont, excusez-moi, j'ai des bruits, qui sont recrutées et qui sont formées à faire respecter cette distanciation physique. Reste l'expérience du visiteur, parce que accueillir dans des conditions dégradées, c'est prendre le risque déceptif de l'expérience de nos visiteurs, en ce qui concerne l'immersion, voire la personnalisation. Et là, il a fallu que nos adhérents, nos exploitants se préparent à travailler et à personnaliser une offre sous un mode dégradé. Pour rentrer un petit peu dans le détail, mais je vous laisserai découvrir la présentation pour pouvoir répondre à vos questions. Sur l'information, le visiteur a besoin d'être informé pour vivre l'expérience par anticipation. Et là, vivre l'expérience par anticipation des conditions sanitaires qui leur seront imposées dans le site. L'information pour s'orienter lors de son parcours, donc ça c'est très important parce qu'il va pénétrer dans un site qu'il ne connaît pas forcément et donc il faut qu'il puisse s'orienter. Et là, notamment par les systèmes de parcours à sens unique pour éviter des retours et donc du brassage de flux, eh bien, on a une information supplémentaire à effectuer pour l'orientation du visiteur dans son parcours, de telle manière qu'il se sente en sécurité et qu'il ait également l'ensemble des besoins de base à sa disposition. Et là, en l'occurrence, c'est du gel hydroalcoolique, c'est la possibilité de se laver les mains un petit peu partout dans le site et dans tous les ERP de restauration, d'hébergement ou de boutique. En ce qui concerne l'animation, il faut qu'il puisse ressentir de multiples émotions, il faut que la qualité, si je puis dire, de la visite permette à l'ensemble de la tribu de se divertir. Et là, on a fait un gros travail dans le plan de sécurité sanitaire pour assurer de la fluidité, mais également du confort de visite. Fluidité pour faire respecter les mesures sanitaires. Donc, il y a un point fort dans notre PSS qui est de travailler la fluidité plutôt que de la restriction du flux. La restriction de flux provoquant des nouveaux pôles de confinement. Si vous stockez des flux en amont d'une attraction, eh bien, vous allez risquer de manquer votre obligation de maîtrise de distanciation physique. Donc, il faut faire circuler davantage, moins de personnes, mais les faire circuler davantage dans le site. Donc, on revoit intégralement le plan de visite. Sur l'immersion, là, c'était tout le travail que nous avions effectué sur la thématisation du site et de vivre une expérience immersive. Cette déconnexion du quotidien, bien évidemment, les mesures Covid vont dégrader cette expérience. Et nous avons essayé de travailler sur la personnalisation, alors là, qui nous sert, si je puis dire, par rapport aux dispositions Covid,
parce que là, c'est des services privilégiés que l'on peut faire par petits groupes de moins de 10 personnes et qui permet d'accélérer, si je puis dire, à la fois la connaissance et la reconnaissance du visiteur par tout à chacun dans le parc, dans le site, tout à chacun des opérateurs d'accueil. On sait que notre visiteur souhaite de plus en plus avoir un traitement exclusif. Et donc, je terminerai par là sur le dernier point essentiel de notre plan de sécurité sanitaire et que nous avons obtenu, mais très tôt du point de vue des autorités, sine qua non, si je puis dire, on ne pouvait pas ouvrir, c'est de considérer notre visiteur non pas comme individu par rapport aux dispositions Covid, mais par rapport à une tribu, un groupe familial. C'est ce qui a été, comment dirais-je, obtenu par les hôtels, cafés, restaurants lorsqu'ils ont pu voir valider leur plan de sécurité sanitaire. Je vous rappelle que c'est le seul PSS qui a été validé dans toutes les filières du tourisme aujourd'hui. Nous, c'est en amont que nous avons demandé, partant du principe qu'on ne se rend jamais seul dans un parc de loisirs, on se rend toujours en tribu, partant du principe que les tribus qui allaient venir sont des tribus qui ont été confinées ensemble, ce sont des familles, eh bien, nous avons obtenu que toutes les dispositions Covid soient appliquées par groupe familial, par groupe qui arriverait ensemble dans une voiture, et de cette manière-là, de pouvoir assurer une jauge plus importante par rapport aux mesures de distanciation physique. Je m'arrête là. J'espère ne pas avoir été trop longue, Véronique et Céline. Je vous prie de m'en excuser. J'avais mon petit réveil à côté de moi, mais j'attends vos questions. Bien, merci beaucoup Sophie, c'était riche et intéressant. Je pense que c'était particulièrement intéressant, c'est aussi d'avoir une approche peut-être plus large de vos adhérents, des attentes clients, et voilà, au-delà de l'aspect sanitaire. Ne soyez pas timides, je vous invite tous et toutes à poser vos questions. Allez-y, lancez-vous, hein, il n'y a pas de, voilà, il n'y aura aucune question à éluder. Peut-être, alors pour lancer une première question, alors qui est peut-être assez intéressée vis-à-vis de nous, mais tous les offices de tourisme ont bien, et puis même, je pense vous, au niveau de votre réseau, de vos adhérents, ont bien identifié la nécessité de disposer pour l'ensemble des touristes, des tribus, des familles, de l'information la plus fiable et la plus actualisée possible. Est-ce que vous, au niveau du SNELAC, vous avez mené un travail pour identifier les sites ouverts, les conditions d'ouverture, de façon à pouvoir partager ces informations et éventuellement les répertorier dans les SIT ou à terme dans Data Tourisme? Est-ce qu'il y a un travail mené de ce point de vue-là au niveau de votre fédération? Oui, la qualité et la fiabilité de l'information en temps réel? Oui, bien évidemment. Alors, nous sommes en train de constituer notre base de données de sites en cours d'ouverture, déjà ouverts, en passe d'ouvrir. Comme je vous l'ai dit, on a déjà un certain nombre d'adhérents qui ont pu ouvrir dès le 11 mai parce que c'était des petits équipements, principalement des monuments, des sites, mais également des parcs animaliers. Nous avons obtenu, ça a été un long combat, l'ouverture de l'ensemble de nos sites à partir du 2 juin. Il n'en reste pas moins et ça a été très compliqué, mais je pense que c'est le cas de tous les opérateurs du tourisme, c'est qu'on n'ouvre pas un site comme ça. Et nous, on a cessé de rappeler qu'il fallait entre 3 semaines et 1 mois pour préparer l'ouverture d'un site, ne serait-ce que pour déclencher le recrutement des saisonniers et de les former. Et c'est pour cette raison que la majorité de nos sites vont ouvrir entre le 15 et le 30 juin. Alors certains, Beauval a ouvert le 2 juin, j'ai un certain nombre d'adhérents qui ouvrent ce week-end, notamment le PAL et d'autres adhérents, mais la majorité vont ouvrir soit le 23 juin, soit à la fin du mois. Ce qui est important pour nous, c'est d'une part de suivre leur ouverture, mais également de piloter la montée en charge de la fréquentation et de voir quels sont les freins et afin d'identifier et d'apporter éventuellement des mesures correctives sur ce que je vous ai dit qui est un point essentiel pour nous, c'est la perception subjective des conditions sanitaires et de l'expérience visiteur dans nos sites. Donc,
bien évidemment, dès lors que, à partir du 15 juin, on va partager ces données avec Atout France, et on peut tout à fait les partager avec vous, bien évidemment, pour suivre l'évolution de l'offre, de telle manière que vous puissiez avoir, au moins du point de vue du SNELAC, l'état des lieux, si je puis dire. Je pense que vous l'aurez directement, office par office, par l'intermédiaire de nos exploitants qui, bien évidemment, vont vous informer directement. Non, c'est vrai que c'est effectivement une information qui est pertinente. Pardon, Véronique, je t'ai coupé. Vis-à-vis des offices, des ADT, des CRT, et vis-à-vis de Data Tourisme plus largement, je pense que c'est une information qui est précieuse en effet. Oui, en fait, je pense qu'il est très précieux, c'est qu'au-delà de l'ouverture, c'est les modalités d'ouverture, puisqu'on voit que tous les sites que tu as présentés, Sophie, sont complexes parce qu'il y a l'activité, mais il peut y avoir de l'hébergement, de la restauration, des espaces, et on voit que chaque espace ou chaque activité peut avoir des contraintes et que l'information du client, aussi précise possible, est nécessaire. Donc, en fait, si effectivement on pouvait avoir accès à ces informations que nous, on rediffuserait aux offices ou aux départements concernés, ça permettra comme ça qu'ils puissent enrichir au fur et à mesure leur base de données et de croiser avec les informations qu'ils pourraient avoir sur le terrain. Je pense que ça permettrait d'augmenter la richesse de l'information qu'on diffuse aux clients. Alors, c'est bien pris, hein. On va compléter ça, si je puis dire, par pour entrer, comme on dit maintenant, dans une granulométrie un peu plus précise. Moi, j'attire votre attention sur le fait que je reste bien évidemment fondamentalement optimiste, mais du coup, il va y avoir un certain nombre de mesures qui vont être levées au fur et à mesure de la saison. En tout cas, je l'espère. Et notamment une série de mesures, de restrictions qui vont être levées dès le 23 juin, dès le 22 juin, lors du 3e bloc de déconfinement. Donc, il ne faudra pas oublier, si je puis dire, de mettre à jour ces informations de telle manière que certaines restrictions pourraient être levées et donc augmenter, si je puis dire, la capacité d'accueil et l'expérience de visite de nos sites. Alors, merci. Nous avons une autre question, mais qui, je pense, vous permettra de présenter aussi comment s'articule votre guide avec sa mise en application concrète, vu que ça ressort vraiment de l'organisation de chacun. Mais aujourd'hui, sans plan de sécurité sanitaire validé, sur quelles recommandations s'appuient les établissements déjà ouverts? Je pense que voilà, il y avait des obligations légales et une vraie personnalisation au niveau de chaque site ou chaque parc. Alors, dès le 21 mai, instruction a été donnée au préfet de se rapprocher de nos adhérents pour examiner leur PSS. Leur PSS était sur la base du PSS NELAC, même s'il n'était pas validé. Et comme je vous le disais, on l'a constitué comme une boîte à outils dans laquelle ils pouvaient piocher un certain nombre d'éléments pour monter leur propre PSS et éventuellement compléter avec leurs spécificités. Il faut savoir que ce que nous avons fait vis-à-vis de nos adhérents, c'est qu'on leur a fourni un kit composé à la fois de notre PSS national, mais également d'une démarche de labellisation SNELAC avec un document Excel sous la forme d'un questionnaire d'auto-évaluation pour pouvoir suivre la progression et la préparation du PSS pour nos adhérents. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait en interne, bien évidemment, et qui n'était pas livré aux autorités parce que c'était vraiment, là encore, un système d'aide à l'élaboration des PSS. Donc, la démarche des préfets a été effective, c'est-à-dire qu'on a une centaine d'adhérents qui ont vu leur PSS prévalidé par le préfet à la date des conditions sanitaires en vigueur au moment où les préfets l'ont examiné. L'arrêté du 31 mai a rajouté un certain nombre de contraintes supplémentaires qui n'étaient pas prévues dans notre PSS, par exemple le port du masque obligatoire dans tous les ERP de plein air, donc disposition qui a été interprétée in fine différemment, et qui a causé beaucoup de troubles déjà chez les préfets parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de temps nécessaire entre ce que décident les autorités et quand ça redescend, si je puis dire, en pluie, au niveau des préfectures, qui ont très très peu d'informations et malheureusement, nous le déplorons, mais
le temps va très vite par rapport à la diffusion des informations au niveau des territoires, comme on dit. Donc, les parcs qui ont déjà ouvert, tous les sites, les musées qui ont déjà ouvert, c'était sur la base d'un plan de sécurité sanitaire proposé et validé. Et je vous ferai humblement remarquer que le décret du 31 mai va un petit peu à l'encontre de cela. Pourquoi? Parce qu'il précise que seuls les ERP de première catégorie doivent faire une déclaration à leur préfecture d'ouverture. Donc, à contrario, si vous n'êtes pas un ERP de première catégorie, c'est-à-dire n'accueillant pas plus de 1500 personnes par jour, eh bien, vous pouvez ouvrir comme n'importe quel restaurant peut ouvrir actuellement, sans autre forme d'examen de plan de sécurité sanitaire. Donc, là encore, je trouve que c'est un petit peu paradoxal. Nous avons recommandé fortement à nos adhérents de s'équiper d'un plan de sécurité sanitaire. Nous savons qu'il y aura des contrôles et donc, bien évidemment, nous savons que nos adhérents vont respecter l'arrêté du 31 mai, mais qu'il est absolument indispensable de mettre en œuvre un plan de sécurité sanitaire pour les visiteurs et pour les collaborateurs également. Et c'est pour ça qu'on souhaitait absolument, d'une part, la validation de notre PSS au plan national. Donc, on a vu que ça fait l'objet de négociations pour les hôtels, cafés, restaurants. C'est-à-dire que les hôtels, cafés, restaurants n'auraient pas pu ouvrir le 2 juin tant que le PSS n'était pas validé. Ce que je constate, je ne porte pas de jugement, c'est que pour toutes les autres filières touristiques, on a une autorisation d'ouverture le 2 juin, alors que notre PSS n'est pas validé au plan national. Donc, il y a un débrayage qui s'effectue. Je pense que dans l'intention des autorités, il faut qu'il y ait un PSS. C'est pour ça que nous souhaitons que notre PSS soit validé au plan national. Nous souhaitons que tous nos exploitants aient un PSS. Cela dit, l'arrêté du 31 mai ne l'impose pas. Je ne sais pas si je suis assez claire dans mes réponses, mais je constate en tout cas une différence entre l'esprit et la lettre qui nous sont fournis. Alors, peut-être avant des questions plus précises sur certains types de parcs ou d'activités, une question plus générale. Vous avez parlé tout à l'heure d'hybridation de l'offre de plus en plus fréquente. Est-ce que cela rend plus difficile la mise en place de protocoles sanitaires? C'est vrai qu'il y a une nécessaire pour des activités comme la restauration, l'hôtellerie, une adaptation avec des protocoles connexes. Alors, je dirais de manière immodeste, non. Parce que le site, lorsqu'il a des offres différentes, a une équipe adaptée à chaque type d'offre. C'est-à-dire que nous avons des opérateurs d'accueil qui vont s'occuper de la gestion des flux, et puis nous avons des opérateurs qui vont s'occuper de chaque, alors je reprends les termes du décret, de chaque ERP. Si je prends sous l'angle social, on a sorti notre cartographie des métiers il y a 2 ans, nous avons 7 familles de métiers et 120 fiches métiers. Donc, il suffit, Faucon Yaka, mais il suffit de reprendre chaque équipe et d'adapter les dispositions Covid travaillées au sein du PSS. Alors peut-être pour éclairer les internautes, notre PSS a été élaboré par notre commission sécurité du SNELAC, qui rassemble tous les directeurs de sécurité de nos adhérents, et c'est eux qui ont travaillé, si je puis dire, à la fois en tant qu'exploitants, en charge de la sécurité, et donc à titre accessoire en charge, ou principal maintenant, en charge de la sécurité sanitaire, mais ça n'est pas un plan qui a été élaboré par l'équipe du SNELAC hors sol. Donc la réponse est vraiment non. Chaque équipe a travaillé dans son compartiment du jeu, à l'exploitant de jouer sur la coordination globale en matière de gestion de flux pour toutes les personnes qui circulaient dans le site. Alors je pense que ça, c'est une question précise alors peut-être, c'est vrai que nous sommes également écoutés par des exploitants de sites, de parcs. L'outil d'auto-évaluation du SNELAC, est-ce qu'il est réservé à vos adhérents ou est-ce qu'il est également susceptible d'être diffusé à des non-adhérents et transmis de façon plus générale ou pas? Alors, c'est pas le moment de faire du prosélytisme et de faire adhérer des exploitants au SNELAC. Donc, de toute façon, tout ce qui concerne la sécurité, nous le partageons. Et moi, je l'ai toujours fait depuis 2 mois et demi, que ce soit la sécurité, l'accompagnement des mesures d'urgence. Notre site dédié SNELAC Coronavirus est en accès ouvert.
Donc, bien évidemment, en ce qui concerne la sécurité, nous partageons tous les éléments. Donc, il faut simplement envoyer un mail à contact@snelac.com ou éviter de m'envoyer un mail directement parce que j'en reçois 160 par jour. Mais en tout cas, sur le site internet du SNELAC, d'envoyer un mail au contact et bien évidemment, on vous enverra les outils ad hoc. Et puis, vous adhérerez quand vous aurez fait le plein de visiteurs. Merci, je pense que la réponse est… Alors, juste peut-être une question précise. Avez-vous plus d'informations concernant l'ouverture et surtout l'application de la distanciation dans les parcs indoor pour enfants? En effet, à ce jour, nous sommes contraints de rester fermés. Voilà, il semble qu'il y ait des disparités entre ce type d'activité où certains ouvrent, d'autres ne sont pas. Voilà, donc il y a apparemment une information qui n'est pas claire sur le sujet pour certains. Alors, elle n'est pas claire parce que, si vous me passez l'expression, je pense que… Alors, comment je vais exprimer ça sereinement et sans blesser personne? Parce que je crois que les termes du décret ne sont pas très clairs. Vous avez dans le décret qui est précisé que les salles de jeu restent fermées. Là encore, il faut distinguer l'esprit de la lettre. Les salles de jeu, et Véronique peut en témoigner au comité de filière tourisme, les salles de jeu, c'était les casinos. Les casinos, et on a vu qu'au 2 juin, et la bonne surprise pour les casinos, c'est que finalement, ils étaient autorisés à ouvrir simplement pour une activité spécifique que sont les machines à sous ou les jeux électroniques, et pas ce qu'on appelle les jeux de table, parce que les autorités ont estimé que la maîtrise de la distanciation physique ne pouvait pas être assurée. Je pense d'ailleurs que cette disposition va sauter lors du 3e bloc de déconfinement. Là où c'est pas clair, c'est que comme le décret travaille par ERP, nous, au SNELAC, nous avons fait remonter aux autorités que les espaces indoor n'étaient pas des salles de jeu, au sens de casino du terme. Et que, alors, il y a beaucoup d'espaces indoor. On va les classer en 3 catégories. On a les espaces de jeu pour enfants qui ont une saisonnalité, vous savez, les Kiddie Park, les Gulli Park, les Kizou Aventure, etc., qui ont une particularité en termes de saisonnalité, c'est qu'ils ont une saisonnalité inverse des autres sites de loisirs. Ils travaillent assez peu pendant les vacances, mais ils travaillent beaucoup en période scolaire parce qu'ils organisent des anniversaires, ils travaillent beaucoup le mercredi, le samedi, etc. Et là, il faut reconnaître qu'il y a une vraie difficulté parce qu'il s'agit de jeunes enfants. Vous avez une autre catégorie, par exemple, qui rassemble les escape games. Et là, moi, je ne comprends absolument pas, alors que les escape games ont monté un plan de sécurité sanitaire en diminuant la jauge, pour certains restreignant uniquement des groupes préconfinés, de se retrouver dans une pièce pour pouvoir essayer d'en sortir, dès lors qu'ils avaient mis en place un protocole de désinfection de la salle après chaque passage, on se retrouve à peu près dans les mêmes catégories qu'une salle de restaurant. C'est-à-dire, on peut maîtriser la distanciation physique. Donc, sur cet aspect-là, moi, au niveau du SNELAC, on l'a fait remonter aux autorités et on ne comprend pas. Mais là, il va falloir convaincre, il va falloir se battre. Voilà. Et puis, vous avez un 3e type d'espace indoor avec des jumping, des bowling, qui, eux, sont considérés comme des salles de jeu et, à mon sens, bien évidemment, puisque je les défends, de manière erronée. Le problème, c'est que nos autorités sanitaires ne l'entendent pas comme ça. Donc, il y a un arbitrage à trouver entre l'autorité politique, qui est plutôt dans un desserrement, et la remise au travail et la réouverture, et les autorités sanitaires qui sont plutôt dans un resserrement et avec une multiplicité de précautions. On va y arriver. Alors, une question. Bonjour, qu'en est-il de la remise des tickets d'entrée? Nous projetons de développer le paiement en ligne, mais cela a un coût. Avez-vous des recommandations à la fois sur la remise des billets en main propre et sur le système de paiement en ligne? Alors, je suppose que la question vient d'un exploitant. Oui. Je l'invite à nous contacter parce que nous avons une commission dédiée
on a une commission marketing, une commission boutique, une commission restauration, enfin au SNELAC. Je l'invite à nous contacter directement, de telle manière qu'on puisse lui passer des recommandations sur la base des bonnes pratiques de nos exploitants qui l'ont mis en œuvre. Parce que sinon, je risque de déborder largement sur le temps si je rentre dans des considérations techniques. Alors, on a juste pris, là, qu'on n'est pas trop en retard, à peine quelques secondes. Moi, j'ai peut-être une dernière question, peut-être plus optimiste, plus large. Donc, c'est vrai que là, dans le contexte de crise sanitaire, que ce soit vous-même, enfin, les préconisations, vos adhérents ont dû innover, avoir des pratiques nouvelles, des innovations. Est-ce que, selon vous, parmi ces innovations un peu contraintes, il y a des choses qui auront vocation à perdurer et qui, au contraire, vont être pérennes dans le temps et qui seront à terme plus bénéfiques et plus… Voilà. Céline, certainement, mais je ne peux pas vous dire lesquelles. Pourquoi je ne peux pas vous dire lesquelles? Je pourrais commencer à en décrire certaines du côté du parcours du collaborateur, notamment par rapport au télétravail. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu pendant la période de confinement qu'une partie des activités des sites qui n'étaient pas en support opérationnel pouvaient être traitées à distance. Donc, je pense que là, il y a un axe de réflexion que nous allons traiter au niveau de notre branche et avec nos partenaires sociaux. Parce qu'on peut lire les aspects positifs, mais également les aspects négatifs du télétravail. Donc, je pense qu'il y a une piste là-dessus. Je pense que nous faisons un gros travail au niveau de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Donc, on travaille sur un label RSE, mais qui n'est pas uniquement un label développement durable au sens environnemental du terme, puisque on souhaite et on travaille à y intégrer la dimension sociétale pour développer l'attractivité de notre branche auprès des futurs employés, salariés, collaborateurs qui voudraient venir travailler dans notre secteur d'activité. Donc, je pense que oui, il va y avoir des bonnes pratiques issues à la fois du confinement et des mesures mises en place au niveau du collaborateur. Au niveau des visiteurs, je ne peux pas vous dire. On a des exploitants qui ont essayé de tester des nouvelles choses, mais rendez-vous en septembre pour savoir si ça a marché. Merci. Alors, il y a des questions, mais là, qui n'appellent pas de réponse de votre part sur comment trouver toutes les informations sur la page Covid. Donc là, j'invite tout le monde à aller directement sur le site du SNELAC. Et je pense qu'en page de garde, c'est suffisamment explicite, il y a toutes les informations et également un email de contact, je pense. Oui, je vous enverrai le lien que vous pourrez envoyer à vos adhérents. Je vous enverrai le lien direct, ça sera plus simple. D'accord. Mais en tapant snelac.com, vous avez en homepage, malheureusement, notre site dédié coronavirus et vous avez les coordonnées. À défaut, c'est contact@snelac.com. Vous savez, on est une toute petite équipe au SNELAC, donc ça arrive forcément dans la boîte de l'un d'entre nous et on essaye de répondre dans les 24 heures. Ok. Merci Sophie. Merci Céline. Je crois qu'on a fait le tour des questions de cette présentation très intéressante avec le parcours client et effectivement toutes les dispositions qu'il faut prendre dans le cadre de cette crise. On peut qu'espérer que tous les parcs vont voir leur fréquentation augmenter progressivement avec leur ouverture et que cette année, ils aient des clients et que chacun puisse poursuivre son activité. Je voudrais juste dire un mot pour conclure. Alors déjà, vous remercier, de vous dire que je suis à votre disposition si vous voulez bien évidemment des renseignements complémentaires, que je diffuserai j'espère lundi soir ou mardi, notre PSS intégrant les remarques des autorités. Bien évidemment, vous aurez, je l'espère très rapidement, le PSS validé, mais qui sera en ligne sur le site du ministère du Travail parce que c'est le but du jeu. Et puis, je voulais attirer votre attention parce que vous êtes diffuseur d'informations, vous êtes co-producteur de l'attractivité touristique des territoires. Je vous livre une réflexion qui n'est pas le fruit d'un agacement, mais que j'ai quand même fait remonter auprès des autorités. Très clairement, et on a vu les effets que ça a eu quand le Premier ministre a incité les Français à partir en vacances en France. On a vu les demandes d'information et de réservation se mettre en une courbe qui s'est mise à croître. C'est une chose d'inciter les Français à partir en vacances,
il ne faut pas que ce soit une injonction paradoxale et d'empêcher les opérateurs de les recevoir. Et là, franchement, la sécurité, comme je vous l'ai dit, c'est la priorité des exploitants. Il faut faire un petit peu confiance aux professionnels du tourisme pour ne pas les infantiliser, ne pas les traiter comme des gens qui, coûte que coûte, comme dirait notre président, ouvriraient leur site pour essayer de remplir leur caisse. Nous savons que nous travaillons à long terme et que s'il y a, comme je vous l'ai dit, un problème de sécurité, eh bien, nos visiteurs ne reviendront pas chez nous. Donc, je pense qu'il faut faire confiance aux professionnels et ne pas trop restreindre la capacité d'accueillir nos Français dès lors qu'on leur a permis de partir en vacances. La crainte, c'est de générer beaucoup de déception et de frustration cet été parce qu'on aura, puisqu'on leur a demandé beaucoup de touristes qui viendront consommer notre offre et que nous ne serons pas en capacité de les accueillir dans leur entièreté. Et c'est un autre problème qui est en train de naître et que je ne voudrais pas avoir. D'accord. Sophie, l'idée de ce webinaire, c'était justement d'avoir les bons termes, de bien connaître le produit, de mieux connaître le produit, justement pour mieux informer et de ne pas être dans cette restriction qui n'est pas du tout celle. Nous, on a besoin de clients sur les territoires et qui puissent pleinement aller dans les sites d'attraction et c'est bien l'objet de tout l'enjeu des territoires qui sont représentés soit par les offices, soit par les CDT, soit par les CRT. Souhaitons-nous une excellente saison à tous. Voilà, tout à fait. Merci Sophie. Au revoir. Mais je vous en prie. Merci. Bon courage à tous et portez-vous bien. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.